Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans Histoire de femmes, le podcast produit par RBK Media, un média libre et indépendant qui regorge de récits pour vous inspirer et vous sensibiliser. Ce mois-ci est dédié à la fausse couche. 5 femmes, 5 témoignages. La semaine dernière, nous avons reçu Eva qui nous a parlé à cœur ouvert et aujourd'hui, je reçois Isabelle. Isabelle, bonjour Rebecca. Merci d'avoir accepté de parler aujourd'hui pour parler de cette épreuve qui est très compliquée à vivre pour toi et également pour ton compagnon. Donc toi, tu es dans un parcours en plus de PMA, donc procréation médicalement assistée, et donc malheureusement, tu as connu plusieurs fausses couches. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter ton désir d'enfant? Quand est-ce qu'il est né et comment il s'est manifesté dans ta vie? Alors j'ai toujours eu envie d'avoir des enfants depuis aussi jeune que je puisse me rappeler. J'ai commencé à faire du babysitting, j'avais 14 ans et j'adorais les enfants et j'ai toujours voulu avoir des enfants. Et puis la vie a fait que j'ai dû attendre un petit peu de rencontrer la bonne personne parce que je voulais avoir des enfants mais pas à n'importe quel prix. Je voulais surtout avoir une famille. Et quand j'ai eu 30 ans, j'ai fait une IRM suite à la demande de mon gynécologue, de ma gynécologue. Et cette IRM a révélé que j'avais une adénomiose assez sévère. Et la radiologue m'a dit, c'était une amie de ma maman, et elle m'a dit écoute, si tu veux des enfants, faut les faire maintenant. Et sur le moment, je dis bah oui, mais bon, je veux des enfants, mais pas n'importe comment. Elle m'a dit bah écoute, en France c'est interdit pour le moment, va en Espagne, congèle tes ovocytes, comme ça au moins tu es sûre que tu pourras avoir des enfants un jour. Et voilà, donc je suis partie en Espagne, j'ai congelé mes ovocytes en Espagne, et voilà. Pardon, je te comprends. On t'a demandé une IRM parce que tu avais donc des douleurs qui étaient liées à cette adénomiose. Oui. Donc l'adénomiose, je précise, c'est une forme d'endométriose. C'est vraiment localisé dans la cavité utérine. Oui, c'est ça. Et oui, j'avais toujours eu des douleurs extrêmement violentes, accompagnées de vomissements. Ma maman était médecin, donc elle me faisait des perfusions à la maison pour calmer ces douleurs, mais c'était vraiment très très dur. Et du coup, un jour, voilà, on a fait cette IRM et le diagnostic est tombé. Donc, je savais que ça allait être compliqué, entre guillemets, comme ça peut ne pas l'être, me semble-t-il, mais bon, je crois que c'est le hasard de la vie. Et puis, j'ai finalement rencontré mon mari et on a d'abord essayé naturellement, ça n'a pas fonctionné. Donc, j'ai pas attendu non plus... Parce que c'est quoi le protocole? Le protocole, c'est qu'il me semble qu'il faut attendre au moins 18 mois, naturellement. Et ensuite, si ça ne marche pas, le gynécologue vous déclare infertile. Et du coup, on vous prend en charge dans un centre de PMA. Donc moi, je suis suivie au centre de PMA Sainte-Colette à Marseille. Et on commence par des inséminations artificielles, il y en a 6. Si ça ne marche pas, on continue avec des FIV, et voilà. Et après, ça continue. Et donc moi, comme à l'époque, c'était... Enfin, je vous parle de ça, ouais, c'était il y a quasiment 10 ans. Non, parce que je l'ai fait vers 33 ans. Bref. J'ai congelé mes ovocytes en Espagne, donc j'ai cette sécurité-là. Mais après, quand j'ai commencé en France, à ce moment-là, c'était légal. On pouvait congeler ses ovocytes. Donc, ma gynécologue, je lui ai expliqué que ça faisait 2 ans à peu près que j'essayais avec mon conjoint et que ça ne marchait pas. Et elle a fait toutes ces démarches et on a commencé les inséminations artificielles. Aucune n'ont marché. Et ensuite, il y a eu un prélèvement d'ovocytes et on a fait des FIV ici à Marseille.
La première FIV, la tentative de FIV a échoué la première fois parce que j'étais pas très bien dosée, elle m'avait pas donné un traitement assez fort. La deuxième, ça a fonctionné. Donc il prélève vos ovocytes, pareil pour mon conjoint. Donc ça, c'est. Parce que insémination artificielle, c'est on prend le spermatozoïde, oui, on le met directement dans la cavité. C'est ça. Enfin, dans l'utérus. Ouais. Alors que là, quand c'est en FIV, c'est, si je peux dire, à l'extérieur. Quoi. Ouais, on prend les deux, ils font leur petit mélange. Le biologiste fait le petit mélange. Et après, 3-4 jours après, on vous appelle. Et on vous le remet. Voilà. Et ceux qui restent, on les congèle. Ok. Et quand tu parlais de congélation d'ovocytes, là, comment ça se passe ça ? Alors ça, c'était en Espagne. J'avais pas encore j'étais célibataire. C'était au cas où je rencontre quelqu'un tard. Voilà, au cas où, parce qu'on m'avait dit il y a de fortes chances que vous soyez infertile ou du moins que ce soit compliqué avec cette pathologie. Et du coup, j'avais tellement envie d'avoir des enfants que pour moi c'était inimaginable une vie sans enfants, mais c'était aussi inimaginable une vie sans famille. Bien sûr. Donc je voulais pas faire un enfant pour faire un enfant. Non, mais ça, et tu as entièrement raison. Et d'ailleurs, il faut pas faire un enfant avec n'importe qui, sinon on est foutu. Mais comment ça se passe, juste le protocole de congélation d'ovocytes Puisqu'on y est, c'était pas une question qui était prévue, mais la question me vient. Alors, on vous donne un traitement hormonal pendant à peu près 2-3 semaines, 2 semaines. Donc ça, c'est en Espagne, mais vous êtes suivi en France. Et en fait, vous avez des piqûres tous les jours. Donc vous piquez dans le ventre ou dans le haut des cuisses. Enfin, il vous explique où piquer pendant 10-12 jours. Jusqu'à votre ovulation, en fait, du début des règles jusqu'à votre ovulation. Et ensuite, donc tous les 2 jours, vous faites des analyses ici à Marseille. Tous les 2 jours, on regarde combien de follicules est en train de maturer, on va dire. Vous envoyez vos résultats en Espagne et l'Espagne à chaque fois vous dit ok, donc là soit on continue le traitement comme il est, soit ils augmentent les doses en fonction de comment ça évolue, comment ça grossit, le but étant d'avoir le plus d'ovocytes possible parce que chaque ovocyte peut permettre un embryon après avec le spermatozoïde de votre conjoint, enfin les spermatozoïdes et voilà. Et donc, moi, c'est lourd, hein, oui, j'ai dû faire le processus 2 fois. La première fois n'avait pas très très bien marché. On avait réussi à avoir que 3 ovocytes. Et la deuxième fois, 9 ovocytes, dont 6 congélables. Et donc en fait après tu repars en Espagne, on te prélève tes ovocytes. Vous allez en Espagne, genre 48 heures avant, on vous dit bon bah là ça va être dans 48 heures, donc vous prenez votre billet d'avion, vous allez en Espagne, vous prenez un hôtel, c'est un coût, hein, c'est un réel coût financier, oui. Mais bon, voilà, c'est... Et donc ça c'était le processus. Et après vous allez en Espagne, on vous fait une anesthésie générale, enfin on vous déclenche l'ovulation avec un produit qui s'appelle l'Ovitrel. Et ça fait mal ? Non, rien, aucune de ces piqûres ne fait mal. Après, c'est juste à force de le faire, vous avez des petits bleus, vous gonflez, vous avez des effets secondaires. Oui, c'est. Mais c'est pas. Moi, je considère que c'est un moindre mal pour ce qui font. Bien sûr. Pour avoir un bébé plus tard, mais après, c'est pas ce qu'il y a de plus naturel, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable, mais voilà, c'est supportable. C'est très supportable. Ok. Et donc, vous arrivez en Espagne, vous avez votre rendez-vous, on vous donne donc voilà, ces injections qu'il faut faire pour déclencher l'ovulation. Et vous allez à la clinique en Espagne, celle que vous avez choisie. On vous endort, on prélève vos ovocytes et vous réveillez et vous rentrez chez vous. On vous endort, donc c'est une anesthésie générale. C'est une anesthésie générale, oui. D'accord. Donc ça c'était pour la congélation d'ovocytes. Après c'est gardé là en Espagne. Oui, voilà. Ok. Et donc là, dans ton parcours, tu disais donc tu as d'abord fait ça au départ parce que tu n'avais pas rencontré ton mari. Oui. Ensuite, tu as fait ces inséminations au départ artificielles qui n'ont pas fonctionné. Non. Et donc là, c'est combien tu disais de tests ? 6. 6. Espacés de combien ?
1 mois à chaque fois. 1 mois à chaque fois. Et ensuite, ces inséminations, du coup, on passe en fécondation in vitro. Oui. Tu as le droit à combien de tests là? Combien de... Autant que vous avez d'ovocytes, vous avez droit à autant que tu as d'ovocytes. Oui. Ok. Après, il me semble qu'il y a une limite d'âge. D'accord. Pour le prélèvement d'ovocytes, en France en tout cas. Okay. Je crois que vous pouvez prélever vos ovocytes jusqu'à vos 43 ans et on peut vous faire des FIV jusqu'à vos 45 ans, me semble-t-il. Okay. En Espagne, c'est un peu plus souple, voire beaucoup plus souple. Voilà. Mais à l'époque, oui, c'est légal en France de congeler vos ovocytes depuis 4 ans. Voilà, et je l'ai fait il y a 7 ans. Donc, Et donc là, tu es rentrée dans ce parcours PMA, donc à partir du moment où il y a ces fécondations, donc les fécondations in vitro, c'est déjà le début du parcours. Voilà, c'est déjà des parcours de PMA. Et donc voilà, et puis en 2022, suite à une deuxième FIV, j'ai eu un premier petit garçon, Andrea. Il a 2 ans et demi aujourd'hui. Félicitations. Merci. Et voilà. Donc ça a marché de suite. Ça a marché, oui. Assez, on peut considérer que c'est rapide comparé à d'autres femmes. Oui. Et donc les fausses couches, et donc après tu as retenté donc, pour avoir un deuxième enfant. Oui, en novembre dernier, on a décidé d'essayer d'avoir un deuxième enfant. Il nous restait 2 embryons congelés ici à Marseille. Embryon, donc ça veut dire que embryon, c'est déjà mon ovocyte et les spermatozoïdes de ton mari. Et donc ça a été congelé. Oui. D'accord. Voilà. Incroyable les avancées de la médecine. Ouais. Donc en fait, quand vous décidez d'utiliser ces embryons congelés, on vous appelle le jour même. On vous dit voilà, est-ce que vous êtes toujours d'accord pour faire cette FIV? Vous dites oui, ok. Donc nous allons décongeler votre deuxième embryon congelé et vous allez à la clinique 2 heures après. Vous devez avoir la vessie un peu à moitié pleine, je crois pour mieux voir ce qui se passe quand ils mettent l'embryon et ça fait mal dans l'utérus. C'est pas très agréable, mais en fait c'est le spéculum qui gâche un peu tout. Mais moi je supporte pas très bien la présence de cet instrument. Non mais je te rassure, c'est vraiment pas du tout une partie de plaisir pour moi ce moment-là. Mais bon, c'est nécessaire. Et j'ai oublié en fait que entre-temps, ce qui a aussi déclenché on a toujours voulu avoir 2 enfants, mais en fait après Andrea, naturellement, moi je pensais que je n'arriverais pas à avoir d'enfants. Naturellement, j'ai eu une deuxième grossesse qui est naturelle. Comment ? Pardon. Oui, une deuxième grossesse naturelle en juin 2023. Et c'était... En fait, je ne savais pas que j'étais enceinte. C'était une grossesse extra-utérine. C'était au bout de 4 mois et demi de grossesse qu'on s'est rendu compte que c'était une grossesse. Parce que j'avais des douleurs affreuses, des vomissements, je commençais à avoir des pertes de sang. Mais c'était surtout des maux de ventre assez difficiles à supporter et des vomissements tous les matins, mais sans savoir pourquoi, puisque j'avais mes règles et surtout je pensais que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Et un jour, je suis allée aux urgences, dans un centre d'urgence médicale, parce que mon généraliste ne pouvait pas me prendre. Et parce que vraiment les douleurs étaient trop pénibles. J'étais allée au sport, j'essayais de maigrir, j'y arrivais pas. Ça faisait des mois que j'essayais de maigrir, j'y arrivais pas. Parce que j'avais pris énormément de poids, une 30aine de kilos pour ma première grossesse. Et donc j'avais décidé d'essayer de maigrir, j'y arrivais pas. Je m'étais inscrite dans une salle de sport de fou furieux qui me coûtait très cher. Je n'arrivais pas à maigrir. Et donc j'avais ces douleurs et un jour j'étais au sport et vraiment j'arrivais pas à faire le sport, j'avais mal au ventre, j'étais pas bien et je rentre et en fait j'attends un petit peu avant d'entrer parce que je me suis dit putain mon mari il va me dire et voilà tu vas au sport et tu restes même pas 1 heure et en fait
Le lundi, j'amène mon fils à la crèche et sur le chemin, je m'arrête, je pense, à peu près tous les 10 mètres pour vomir. Et les gens s'arrêtaient dans la rue pour me dire « Madame, on peut vous aider ?» Et j'avais envie de dire « Oui, s'il vous plaît, aidez-moi !» Mais je ne peux pas vous laisser mon fils. Du coup, tant bien que mal, j'arrive à la crèche. D'habitude, je le dépose dans la section. J'ai posé la poussette. Là, t'as jeté la poussette. J'ai jeté la poussette dans la section et les nounous, elles étaient là. Mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Et je dis, je sais pas. Elles m'ont dit, peut-être que vous avez la gastro d'Andrea. Il y a une gastro longue en ce moment. Je dis, oui, peut-être, je sais pas. Je pose je pose la poussette et je rentre. Et en fait, vraiment, on aurait dit que j'étais très très mal et les gens dans la rue m'arrêtaient et me disaient vous avez besoin d'aide et je dis non ça va et finalement quelle urgence. Je suis rentrée chez moi, j'ai appelé mon mari, je lui ai dit écoute vraiment je suis pas bien et il m'a dit écoute va chez le médecin, là c'est trop, ça fait trop longtemps que tu me dis que ça va pas, va chez le médecin. Donc là mon médecin peut pas me voir, je vais aux urgences pas très loin de chez moi, un petit centre médical et je lui dis que je pense que j'ai une gastro et vraiment je suis dans l'incapacité de travailler. Je pense que ça l'agace un petit peu parce que je lui demande un arrêt de travail au passage. Et je lui dis je suis pas bien. Et c'était un tout. Ouais. Il y avait la gastro, en même temps je pense que j'étais un peu malade. Enfin, il m'examine pas, il me donne du Smecta. Je dis bon, j'ai pas besoin de Smecta, mais bon, pourquoi pas. Et je rentre chez moi, j'ai mon arrêt maladie de 48 heures, donc je l'envoie à ma chef et voilà, puis ça continue, j'ai mal et le vendredi, je suis vraiment impossible d'amener mon... Parce qu'en plus c'est hyper dangereux, une grossesse extra-utérine, oui. tu peux en mourir, hein. Oui, c'est vrai. D'une grossesse extra-utérine. J'appelle mon mari, je lui dis, il part très très tôt au travail à 6h du matin et en fait, juste après qu'il soit parti, je me lève, je vomis, j'ai mal au ventre. Et je lui dis, écoute, il faut absolument que tu reviennes, là, je peux pas l'amener à la crèche, je suis vraiment pas bien. Alors, du coup, il revient, il est énervé, mais pourquoi tu me l'as pas dit avant, nani, nana. C'est vrai que de l'un dans l'autre, on sait pas, du coup, dans le quotidien, on s'énerve parfois pour des... Voilà. Histoire de couple. Oui, voilà. Histoire de couple, histoire de femme, histoire de couple. Et donc il revient, il amène notre fils à la crèche et moi finalement j'appelle une amie de ma mère, la même amie qui m'avait fait le diagnostic de mon adénomiose quelques années auparavant et je lui dis écoute vraiment je suis pas bien, je dis n'importe quoi, j'invente, je dis mon généraliste suspecte une appendicite pour qu'elle prenne le truc un peu au sérieux et elle me dit ok écoute je suis pas à l'hôpital mais un tel va te recevoir, vas-y, elle est prévenue, vas-y. Donc j'y vais, la radiologue me fait une échographie du ventre et elle me dit est-ce qu'il y a des raisons que vous soyez enceinte? Et je dis non franchement je pense pas, enfin non il y en a pas. Et elle me dit bon c'est bizarre parce que elle est un peu gênée, elle me dit moi je suspecte une grossesse extra-utérine. Puis elle est assez avancée, donc il va falloir aller aux urgences gynéco. Donc je vais aux urgences gynéco, elles refont l'échographie et effectivement, il s'avère qu'il y avait une masse, on va dire, de à peu près 5-6 cm. Putain, mais tu m'étonnes les douleurs. et donc voilà, ça correspondait à peu près à 4 mois et demi, je crois, de grossesse. Et donc là, tu as été opérée en urgence? Donc là, effectivement, j'ai été opérée en urgence. Ils ont dû m'enlever une trompe et un ovaire du côté droit. Donc c'est un petit peu un choc parce que je me suis dit déjà que j'arrive pas spécialement à avoir d'enfants. En plus, on m'enlève, entre guillemets, le peu de chance qu'il me reste d'en avoir. Et désolée. Non. Donc on t'a opéré. On m'a opérée, oui. On t'a opérée. Donc voilà. Ça dure combien de temps l'opération à peu près? C'est rapide? C'est très rapide. C'est en urgence, de santé opérée? Oui, ils pensaient m'opérer le soir même. J'ai dû rester à l'hôpital et finalement ils m'ont opéré que le lendemain. Ok. Et voilà. Donc voilà, vous vous dites bon j'étais enceinte, c'est que ça peut marcher et puis mince, mais comment ça se fait que je m'en suis pas rendu compte. Puis il y a le mélange de joie, j'ai réussi à être enceinte, mais ça n'a pas marché. Et puis voilà. Bon, après. Donc ça c'est une épreuve dure qui est arrivée après. Donc
Après donc ton fils, Oui. l'arrivée de ton fils. Et donc tu disais qu'en novembre 2024, vous avez retenté une FIV. Oui. Donc à la suite de l'opération, il fallait attendre 3 mois. 3 mois, le temps de cicatriser. Voilà. Le médecin qui m'a opéré m'a dit vous devriez réessayer naturellement puisque vous voyez que ça marche. Ma gynécologue m'a dit vous avez des embryons congelés, donc ce serait dommage de ne pas les utiliser. Ça se garde combien de temps là, les embryons congelés? À vie? À vie. D'accord. Donc en novembre, on décide de faire une FIV, une autre, enfin un transfert en tout cas. Non, pas une FIV, un transfert d'embryon. Parce qu'en fait, la FIV, c'est tout le processus où on vous prélève les ovocytes et ensuite on vous fait le transfert. C'est l'ensemble. D'accord, c'est l'ensemble. Okay. Là, vu que c'était déjà congelé, voilà. C'est juste un transfert d'embryon. Un transfert d'embryon. Okay. Donc, on fait le transfert. Et là, pareil, on prépare ton corps avant, j'imagine, ou pas? Non, là, c'était sur un cycle naturel. Sur un cycle naturel, ok. Donc, on fait le transfert d'embryon. C'était en novembre. 2 semaines après, on vous prescrit une prise de sang pour savoir si vous êtes enceinte ou pas. Et j'étais enceinte, donc voilà, hyper contente, hyper heureuse. Vous faites tout, vous prévoyez tout, enfin, même si vous savez qu'il faut attendre parce qu'on ne sait jamais. Ouais, j'étais trop contente. J'avais tous ces symptômes de femme enceinte que j'avais pas du tout eu pour mon fils d'ailleurs, très bizarre. Énormément de vomissements, enfin, bref. Et j'avais rendez-vous pour l'échographie du premier trimestre. Et arrivé à l'échographie, 2 semaines avant l'échographie, j'envoie un mail à ma gynéco et je lui dis j'ai des douleurs au bas du dos assez importantes. Comme des contractions. En fait, j'avais jamais vraiment connu les contractions puisqu'en fait pour mon fils j'ai eu une césarienne. D'accord. Parce que j'avais fait une préclampsie, donc j'ai pas eu de contractions. Je savais pas vraiment ce que c'était à part. Enfin oui, en fait c'est des contractions. Finalement, ça ressemblait aux contractions de quand j'avais mes règles, quand j'étais plus jeune. Mais oui, c'était comme des contractions. Et j'avais très 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 mal au bas du dos, mais vraiment c'était. Et elle m'a dit, écoutez, on a rendez-vous dans 2 semaines, on verra ce que c'est. Si ça perdure, on va voir. On va voir si ça perdure. Et j'ai rendez-vous du coup avec elle. Et je lui ai redit que j'ai mal au bas du dos. Et elle me dit ok, bon, on va voir, on va faire l'échographie, on va voir si tout va bien. Et au moment où elle fait l'échographie, il n'y a plus de battement cardiaque de l'embryon. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça un fœtus à ce moment-là. Je ne sais pas à partir de quand on appelle ça un fœtus. Et du coup, rebelote, je me mets à pleurer et je me dis qu'est-ce que j'ai fait de travers. J'étais un peu dépitée. Elle me dit mais non, mais c'est pas votre faute. Est-ce que tu culpabilises toi? Ouais, je suis culpabilisée. Qu'est-ce que j'ai fait de travers? Qu'est-ce que j'ai fait de travers? Mais t'avais rien fait de travers. Non, a priori, j'ai rien fait de travers. Elle m'a dit c'est pas votre faute. 30% des grossesses sont des fausses couches. C'est une femme sur 5 et une première grossesse sur 3. Ouais. Donc c'est énorme. Donc voilà. Mais bon là, c'était encore plus entre guillemets violent l'annonce parce que je savais que j'étais enceinte. J'étais heureuse d'être enceinte. J'attendais j'attendais particulièrement cette grossesse. Alors que quand j'ai fait la grossesse extra-utérine, ça a été un choc parce que je me suis dit waouh, 4 mois et demi, il avait le temps d'être là et tout ça, bien qu'en même temps on se dit c'était pas viable parce que c'est dans une trompe. Mais là, ouais, c'est. Je vais pas me remettre à pleurer. Tu peux pleurer. Mais voilà, c'était encore. Non, ça a été une épreuve, ouais. Et ton mari, il était avec moi, ouais, pour l'échographie. Voilà. J'ai eu une réaction assez sur le moment, j'ai explosé en larmes en fait.
je m'attendais tellement à ce qu'on me dise, comme pour Andrea en fait, tout va bien. Je voulais qu'on me dise tout va bien parce qu'en fait j'avais ces douleurs au bas du ventre et au bas du dos et j'avais peur en fait. J'avais peur qu'on me dise ça et je voulais pas l'entendre et voilà. Et comment il a vécu toutes ces épreuves aussi ton mari? Il montre rien. Il montre rien. Il est très pudique. Il aime pas. Déjà, il aime pas qu'on parle de la PMA. Je comprends, mais après, je dis souvent que c'est dommage de pas en parler parce qu'il y a tellement de femmes qui ont besoin d'entendre que c'est normal de passer par ça. Enfin, je sais pas si c'est normal, mais en tout cas qu'elles sont pas seules et qu'on a envie de connaître qu'il y a d'autres femmes qui passent par ça et comment ça se passe, parce qu'au final, on est dans cet engrenage du parcours PMA, de la fausse couche, sans savoir, en fait, sans connaître le parcours d'autres femmes. Et en fait, on aimerait savoir comment ça se passe, on aimerait connaître leurs ressentis, parce que les médecins sont là sans être là. On avait parlé de la craniosténose d'Andrea et on disait, en fait souvent dans les parcours médicaux on se sent seul en fait. Même si on appelle ça des centres de PMA, on est quand même... Enfin, les médecins sont là, on vous fait, on vous examine, on vous ausculte, on vous dit, durant le parcours, on vous dit, oui ça grandit bien, oui super, ok, prise de sang, ok, mais en fait vous savez pas... Vous connaissez pas tous les tenants, les aboutissants, vous savez pas, on vous explique pas. En fait, on a besoin un petit peu d'être, entre guillemets, materné, et on l'est pas. Et donc là, elle me dit, il a pas tenu, il faut évacuer. Il faut l'évacuer. Et donc tu l'évacues comment ? Faut que vous alliez aux urgences gynéco, mais elle me dit mais vous inquiétez pas, c'est pas pressé, vous pouvez le faire aujourd'hui, demain, après-demain, la semaine prochaine. Et moi j'étais là mais en fait je suis en souffrance, donc je vais pas attendre avec un embryon, ou un fœtus, je sais pas, mort dans mon ventre pendant une semaine. Maintenant qu'on le sait, et elle me dit faut que vous alliez aux urgences et elle va voir si c'est médicamenteux ou si c'est donc en fait ou si on vous opère. En fait c'est un avortement. C'est un avortement. Ok. Et du coup, là, je vais à l'hôpital et la gynéco, pas très sympathique, m'ausculte et elle me dit déjà elle va pas pour refaire l'échographie pour voir quelle taille il a et tout ça. Elle me dit non mais c'est bon, je fais confiance au docteur Intel. Je dis mais vous voulez pas voir quand même avant de prendre la décision si, elle me dit vous avez le choix, c'est soit médicamenteuse, soit on vous opère. Je lui dis c'est très déshumanisé. Oui, je lui dis c'est vous le médecin, je sais pas trop. C'est exactement ce qui est ressorti dans le témoignage d'Eva aussi, vraiment, tu vois. Et elle me dit c'est vrai que vu la taille vous êtes éligible à l'opération, mais bon vu que vu que le travail a déjà commencé, que vous avez déjà des contractions en fait, d'où les douleurs. Voilà, d'où les douleurs. Alors on va faire ça, je vais vous donner les médicaments et puis je lui dis mais je dois m'attendre à quoi ? Enfin je connais pas, je dois m'attendre à quoi exactement ? Elle me dit des grosses règles. Donc je dis ok. Donc moi je dis à mon mari, je dis écoute, ça a l'air tranquille, c'est des grosses règles. C'est exactement ce qui ressort. Pareil, Eva n'était pas au courant de. Il me dit mais t'es sûre et tout. Je dis ouais je sais pas. Elle avait l'air de dire que c'était pas grand chose. Et j'appelle une de mes meilleures amies et je lui dis. Et elle me dit tu veux que je me mette en télétravail, je viens avec toi. Elle me dit je dis non écoute je sais pas, la médecin a l'air de dire que c'est pas grand chose. Elle me dit Lisa, t'es à 3 mois. Donc t'étais à 3 mois. Ouais. Tu sais, c'est pas anodin. J'ai une amie qui l'a eu. Apparemment, ça fait super mal et tout. Et je dis non, je sais pas, t'inquiète pas. Je voulais pas déranger. J'aime pas déranger. Je lui ai raconté parce que j'avais besoin quand même de parler. Et voilà. Mais j'avais pas envie qu'elle se mette en télétravail, qu'elle vienne à la maison. Je voulais pas la déranger. Et je rentre chez moi, donc je suis le protocole médicamenteux qu'elle me donne. C'est quoi le protocole pour les femmes qui ne le connaissent pas? Un antidouleur, je crois que c'est de la lamaline. D'accord. Un antidouleur, 20 minutes après vous prenez le médicament et 1 heure après le premier médicament qui vous fait avorter en fait, vous prenez le deuxième.
Ah oui, sachant que je prenais des médicaments pour l'hypertension artérielle. Parce que j'ai de l'hypertension artérielle quand enceinte. D'où la préclampsie. Oui, d'où la préclampsie de mon fils. Et là, en prévention, pour éviter une seconde préclampsie, elle m'avait donné un traitement. Et donc, elle me dit surtout, dites-le bien à la gynéco des urgences parce que vous allez sûrement avoir une hémorragie. Et donc, je le dis à la gynéco des urgences, je dis au fait, j'ai un traitement pour l'hypertension. Ma gynéco m'a dit de vous le dire parce qu'il y a des risques d'hémorragie. Elle me dit oui. Et ça lui a fait ni chaud ni froid, apparemment, c'était pas plus grave que ça. Et donc, 1 heure après le premier médicament, je dis, oh, ça va, ça fait pas grand-chose. Je prends le deuxième médicament, et là, mais des douleurs, mais un cauchemar sur Terre. Et je me dis, mon Dieu, ce que vivent les femmes qui ont des contractions et qui accouchent, parce que je ne l'ai pas vécu, du coup. Mais vraiment, sauf que là, c'était pas... Enfin, oui, c'était pour accoucher, mais bon... pour évacuer un embryon, quoi, mort. Enfin, oui. Et donc, je prends le deuxième médicament. Les douleurs sont affreuses, mais elles sont tellement affreuses, je ne sais plus dans quelle position me mettre. Moi, elle m'avait dit juste des grosses règles. Après, j'avais oublié. On oublie souvent ce qui se passe dans notre corps, en tout cas les mauvais moments. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur. Et elle me dit, dans ma tête, donc j'appelle mon conjoint, je lui dis, écoute, c'est trop dur, c'est horrible, j'ai mal, je ne sais pas comment me mettre, je ne sais pas quoi faire. Sauf qu'il travaille à 1 heure de Marseille, donc il appelle les pompiers. J'appelle une amie qui est pharmacienne, une amie d'enfance qui est pharmacienne, et elle me dit, écoute, essaye d'aller sous la douche. Mais elle était avec ses filles, donc elle me dit, essaye, elle me dit, donc elle pouvait pas venir, elle me dit, essaye d'aller sous la douche et mets de l'eau chaude, très chaude. Je dis, mais je vais jamais arriver à aller sous la douche, à me déshabiller et tout. Elle me dit, va sous la douche, Isa, va sous la douche, mets de l'eau chaude, tu vas voir, ça va te soulager. Effectivement, je me suis... T'as rampé jusqu'à la douche. Ouais, je suis allée jusqu'à la douche, je me suis déshabillée et j'ai mis de l'eau chaude. Et en fait, en mettant l'eau chaude, il y a tout qui est sorti. Il y a tout qui est sorti et il y a une poche comme ça qui sort de votre corps. Mais c'est un choc de voir ça. Et du sang, et du sang, et du sang, et du sang, et du sang. Et là, les pompiers arrivent et en fait, sauf que j'étais toute seule, j'étais toute nue. Je prends une serviette, bref. Il n'y a rien qui faisait, je pissais le sang à n'en plus finir. Et il tapait à la porte, finalement, je vais leur ouvrir et je suis désolée. Et tout ce qu'il trouve à dire, c'est « Oh, c'est joli ici !» Je m'en souviendrai. Et il m'emmène, il me donne de quoi parce qu'il n'y avait rien qui pouvait m'aider à ce que... Enfin, une serviette hygiénique n'aurait pas suffi, donc il me donne de quoi aller à l'hôpital sans que j'en ai de partout. Il m'emmène à l'hôpital et je revois cette fameuse gynécologue que j'avais vue le matin même et elle me dit « Ah, vous revoilà ?» Connasse. C'est ce que l'on appelle une connasse. Non, mais c'est vrai. Attends. Ah, vous revoilà? Et je dis « Bah ouais, me revoilà. » Et elle me dit « Bon, bah on va regarder. » Et puis elle m'ausculte et elle enlève tout ce qui reste. Elle gratte. Ça fait mal, ça? Ça fait pas mal, c'est juste pas très agréable, mais c'est pas très agréable. Et elle enlève le maximum qu'elle peut et voilà, moi je rentre chez moi, personne m'appelle, ma gynéco de PMA m'appelle pas, personne me demande comment ça va. Ah oui, comme si de rien n'était. Le matin même d'ailleurs, cette fameuse gynéco, je lui dis donc je dois m'attendre à quoi? Elle me dit, il y a des grosses règles. Je dis mais là je peux pas travailler, du coup je fais comment? Elle fait ouais, je vais peut-être vous faire un arrêt de 48 heures. Je suis ok. Et quand je reviens le soir, je 48 heures pour s'en remettre de ça. 48 heures, et ensuite je reviens. On vous revoit une semaine après, je crois. Ouais, on vous revoit une semaine après, ou 2 jours. On vous revoit 48 heures après, en fait, à l'hôpital.
c'est une autre gynéco qui me reçoit, une dame très gentille cette fois-ci, et je lui raconte comment ça s'est passé et je lui dis par contre 48 heures pour ce qui s'est passé, ça, c'est pas possible. Non. Parce qu'en fait, vu comment ça s'est passé, après vous repensez à tout ça, à comment ça s'est passé, à cette poche qui tombe dans votre douche. Les pompiers qui les mettent dans un sac poubelle, la gynéco qui le remet dans un autre sac poubelle, enfin je sais pas, c'est pas humain. Ouais, franchement c'est horrible. Non seulement on vous dit pas ce qui va se passer vraiment, parce que s'attendre à des grosses règles, non c'est pas vrai. Non, c'est pas des grosses règles, c'est pas vrai. Les douleurs, on vous dit pas vraiment non plus. Enfin. Et donc justement toi. Et puis vous êtes dans un parcours de PMA, donc il y a ce désir d'enfant et cette difficulté d'en avoir et vous vous dites, est-ce que je vais y arriver après ça? Est-ce que... Enfin, pour vous, c'est une chance de moins de... Je pense que le traumatisme, il est pareil pour toutes les femmes. Alors, je pense qu'en plus, quand vous êtes dans ce parcours de PMA, vous vous dites, c'est encore une petite chance qui s'en va, quoi. Et justement, tu aurais aimé, à ce moment-là, que ça soit pris en charge comment? Parce que là, donc, tu as eu cette épreuve-là. T'as mis combien de temps pour t'en remettre? En vrai, honnêtement. Je sais pas si on s'en remet... Je sais pas si on s'en remet vraiment. Surtout quand après, vous y arrivez toujours pas en fait. Tu peux pas. Enfin, j'imagine, je sais pas, j'ai pas vécu, mais. On est obligé d'avancer de toute façon après. Donc, puis après, vous avez un enfant, donc. Oui, il faut avancer. C'est un peu votre. C'est ça que j'allais te demander. Ouais. Donc, tu disais que justement, qu'on s'en remet pas. Enfin, on peut pas se remettre d'une épreuve comme ça. Enfin, en plus, surtout qu'il y a eu beaucoup d'épreuves, en fait, cumulées. Je veux dire, pour toi, c'est long. Et tu disais donc ton mari, lui, il veut pas vraiment en parler. Enfin, en tout cas, il essaye d'avancer comme il peut, oui. À sa manière. Oui. Je sais que ça lui fait de la peine. Je sais que ça lui fait de la peine. Mais il est plus résilient que moi, on va dire. Enfin, je sais pas. Il a une force. Il a une grande force mentale. Je suis un peu plus fragile, on va dire. Non, mais je pense pas que ça soit de la fragilité. Chacun réagit comme il peut. Enfin, tu vois ce que tu traverses. Enfin, je veux dire, si tu étais insensible, rigide, ça serait un problème aussi, je pense. Tu vois, ça cacherait quelque chose. Et donc, du coup, tu es obligée d'avancer parce que tu as ton fils à t'occuper. Oui, après, mon fils, voilà. C'est pas... on continue d'avancer. C'est mon petit trésor, oui. Donc, effectivement, vous continuez d'avancer. Il est ma raison d'avancer, vraiment. Bien sûr. Après, il y a des moments quand vous êtes toute seule, vous pouvez craquer, et comme là, parce qu'on en reparle. Mais non, on continue d'avancer. Et puis même lui, il commence à grandir. Il dit, maman, je veux un petit frère ou je veux une petite sœur. Moi aussi, je veux. Mais voilà. Après donc ça, c'était en novembre 2024. Non, c'était en février, du coup, la fausse couche. Ah d'accord, pardon, c'était en février, en février 2024 et 2025. 2025. Je suis tombée enceinte en novembre. Ah mais oui, parce qu'en fait c'est ça, ça faisait le transfert en novembre et c'était okay. En février la fausse couche. La fausse couche. Et donc après. Donc tu es toujours dans ce parcours PMA? Je suis toujours dans ce parcours PMA. Il nous reste un embryon congelé à Marseille. Du coup, on continue le parcours. J'ai rendez-vous. On me dit que c'est pas possible de faire le transfert de notre troisième embryon. Pourquoi? Parce que suite à la fausse couche, j'ai l'endomètre qui est abîmé. Ouais, qui est abîmé, qui est trop fin. Et on peut pas transférer un embryon quand l'endomètre est trop fin parce qu'il n'est pas capable de le garder. Ok. Et donc j'attends un mois. Au milieu, je perds ma maman. On attend 1 mois, 2 mois, 3 mois. L'endomètre est toujours trop fin. J'ai l'impression que ça laisse plus de séquelles de le faire par voie médicamenteuse que par l'opération, parce que l'opération, j'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu des séquelles. Tout de suite après, on m'a dit tout va bien.
Par opération, excuse-moi, parce que là, du coup, Alors l'opération, c'est une aspiration. Enfin moi, en l'occurrence, c'était pas juste une aspiration. C'était, on vous fait passer une petite caméra par le nombril pour voir où se trouve l'embryon. Parce qu'on savait pas vraiment, vu que c'était extra-utérin. D'accord. Et ensuite, à partir du moment où il voit où c'est, il vous aspire. D'accord. Là où c'est. Donc c'était. On vous ouvre un petit peu le ventre et. En célio? Célioscopie, ouais, c'est ça. Bon, là, moi, j'avais les cicatrices de la césarienne, donc ils sont passés par là, et par le nombril, et aspiration, ouais. Ok. Et donc voilà, la deuxième fausse couche, donc on donc attend tu disais un que mois. médicamenteux, justement, ça avait laissé plus de séquelles que l'opération ouais. de la grossesse extra-utérine. Oui. Ok. Ah, donc on attend au final 4 mois avant de réussir à faire la deuxième, la troisième, du coup, transfert d'embryon, et c'était il y a un mois. Non, c'est un peu moins d'un mois. Il n'a pas fonctionné. Il n'a juste pas pris du tout. Quand j'ai fait la prise de sang, c'était négatif. Donc là, encore une fois, déception. Ça n'a pas marché. Et donc, j'envoie un mail à ma gynéco pour lui dire que ça n'a pas fonctionné. Est-ce que on refait un processus de FIV où on me congèle des ovocytes et puis ensuite on fait les transferts. Il y a un prélèvement d'ovocytes, ou est-ce qu'on utilise ceux qui sont en Espagne? Elle m'a dit, vu que ceux qui sont en Espagne sont plus jeunes, utilisons ceux qui sont en Espagne. Donc là, je suis dans tout le processus c'est très administratif. Je fais une demande d'import de gamètes, d'ovocytes, auprès de l'agence de la biomédecine pour faire venir mes ovocytes espagnols en France. Parce que c'est beaucoup moins coûteux de faire toutes ces procédures en France qu'en Espagne. Et donc en tout, j'en ai 9. Ça coûte combien à peu près? De le faire en Espagne? Chaque procédure pour prélever les ovocytes, c'est 2500 €. Enfin, c'était 2500 €. C'est vraiment un coût. Ouais, sans compter le déplacement, l'hôtel et le traitement. Parce que vous payez du coup votre traitement en France. C'est 1800 € à peu près le traitement. C'est vraiment coûteux. Ouais. Enfin, les gens qui n'ont pas du tout les moyens, c'est compliqué. Oui, c'est pas possible. Enfin, aujourd'hui c'est possible parce qu'en France tout est autorisé. Oui, c'est ce que je disais depuis 4 ans. Ouais, depuis 4 ans. Et donc voilà, donc là j'essaye de rapatrier mes ovocytes espagnols en France pour pouvoir essayer d'avoir un deuxième enfant. Mais tu vas y arriver. J'espère. Moi, je le sais que tu vas y arriver. J'espère. Je me suis dit que peut-être ça n'a pas marché parce que mon corps a subi trop de traumatismes. Je pense que tu as vécu beaucoup d'épreuves depuis cette grossesse extra-utérine. Et je pense, et de toute façon, on se l'était dit, je pense que tu as besoin de repos. Ouais. Plus les épreuves autres. Et tu es très forte. Et d'ailleurs, pour prendre la parole aujourd'hui, je suis sûre que tu vas aider beaucoup de personnes. Et justement, qu'est-ce que tu aurais aimé entendre? Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise pendant ces épreuves-là, en fait? Parce que tu disais clairement que c'était déshumanisé, mais ça, c'est ressorti pareil dans le témoignage précédent. Et je pense que ça va ressortir également, que le corps médical, et pourtant je suis issue du corps médical, donc c'est pas pour les critiquer, mais qu'il y a une partie... Malheureusement, c'est souvent déshumanisé parce que c'est le quotidien en fait de ces professionnels-là. Mais qu'est-ce que tu aurais aimé entendre? S'il y avait des femmes qui étaient qui sont dans la même, qui vivent les mêmes épreuves que toi. Alors, on vous dit souvent que vous avez une aide psychologique dans ces centres. C'est vrai qu'il y a des psychologues, mais en fait, on a besoin d'être plus entouré par les gynécologues eux-mêmes. Quand on a ces rendez-vous, ces check-up par exemple toutes les 48 heures juste avant de faire un transfert, comment ça évolue, quand on vous dit
là l'endomètre il est trop fin, mais vous savez pas qu'est-ce que ça veut fait. dire, Ouais, voilà, vous êtes obligé d'aller voir, d'aller chercher. Je suis obligée d'envoyer un mail à ma gynéco qui me répond ou pas. T'aimerais plus de transparence en fait. Oui, au Surtout. moment, je sais qu'il y a, enfin, je vois dans les salles d'attente, enfin, on peut être une trentaine à attendre ce rendez-vous de 2 minutes. Mais en fait, on a besoin qu'on vous explique un petit peu plus sur le moment où pas grand-chose, un petit sourire, vous inquiétez pas, comme tu le fais, tu vois, c'est vous inquiétez pas, ça va marcher, ou peut-être parfois aller un petit peu plus au fond du problème. Là, par exemple, quand j'ai envoyé le mail à ma gynéco, elle est en vacances jusqu'au 18, donc j'ai pas de réponse jusqu'au 18 juillet. Je sais pas, je lui ai dit, mais pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi il y a eu ces fausses couches, est-ce que c'est un problème qui vient de moi, est-ce que peut-être que si je fais venir mes ovocytes et qu'on fait, je sais pas, 9 transferts, si ça se trouve, il y en a 9 qui marcheront pas, et pourquoi? En fait, je lui ai juste demandé pourquoi. Je ne sais pas si elle me répondra. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être qu'elle me dira c'est le hasard. Peut-être que pas. Peut-être que c'est dû à l'adénomiose et voilà, j'y peux rien. Et bah, la vie m'aurait donné un enfant et c'est déjà beau. Mais on a envie un petit peu plus de savoir. On a envie d'un peu plus d'être un petit sourire, pas de vite rhabillez-vous. Parce qu'en fait, c'est ça, vite rhabillez-vous. Il y a quelqu'un derrière. Oui, je sais qu'il y a quelqu'un derrière. Je me dépêche pour me rhabiller, mais bon, c'est un petit peu ça. C'est genre. On se dépêche, on sait que vous avez du monde, juste un peu plus d'explication, d'attention. Voilà, au lieu que le rendez-vous il dure 10 minutes, faites-le durer, 5 minutes, faites-le durer 15 minutes, quoi. Et qu'est-ce qui t'a aidé à passer les épreuves? Donc tu disais que c'est ton fils beaucoup, mais, oui. Mais est-ce que il y a des ressources qui t'ont aidé, tu vois, des podcasts, des livres, des Insta, des comptes le parcours d'autres femmes pour qui ça finit bien, voilà, on se dit on n'est pas seul. Peut-être on aurait besoin de plus d'explications de la part de nos soignants concernant notre cas, et c'est pas le cas. On aurait aussi, il y a une aide psychologique, je la vois. J'ai pas l'impression que ça m'aide beaucoup, mais je la vois. Et qu'est-ce qui m'aide, c'est mon fils. C'est la chance d'avoir eu un premier enfant, quoi. C'est clairement, c'est. Et ton mari qui te soutient. Et mon mari qui me soutient énormément, bien sûr. Et avant, il me disait toujours que je lui disais. Il me disait qu'il en voulait 2, je disais 3, il me dit non, 2 c'est bien. Et avant il me disait, après avoir eu le premier, parce qu'il a eu un parcours aussi assez on va dire atypique, mais bon, tout va bien aujourd'hui. Ça a été assez difficile pendant 1 an et demi, et il a eu des petits soucis de santé et tout ça, et je disais à mon mari en fait finalement 1 c'est bien. Ouais, 1 c'est bien. Et puis quand finalement tout est rentré dans l'ordre et tout ça, je disais et il me dit non, 2. Et maintenant qu'il voit que j'ai du mal à avoir le deuxième, il me dit tu sais 1 c'est bien. Et je pense qu'il me dit ça par gentillesse, quoi, parce que ça doit pas être simple dans le couple. Quand on a des épreuves comme ça va? Il est génial. J'ai énormément de chance et voilà. Parce que je me demandais, tu sais, quand tu as des parcours comme ça, PMA, si ça crée pas de la tension aussi. Oui, je pense que ça en crée pour. Il y a eu des moments de tension, il y a eu tout ça, même quand tu as un enfant et que cet enfant il a des problèmes de santé et tout ça, il y a des problèmes aussi dans le couple, il y a des tensions. Mais vous êtes une belle famille. Ouais. Et on va terminer par ça, qu'est-ce que tu aimerais si là il y avait plein de femmes qui t'écoutaient? Enfin d'ailleurs il y a plein de femmes qui t'écoutent, en fait c'est pas si, il y a plein de femmes qui t'écoutent. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Femmes et hommes. Femmes et hommes. Hein, parce que... alors les hommes, soutenez vos femmes le plus possible, soyez compréhensifs quand elles vous disent qu'elles ont mal au ventre ou qu'elles ont tel ou tel symptôme. Franchement, écoutez-les parce qu'elles connaissent leur corps. Petit bémol. Ouais, elles connaissent leur corps et ça, faut pas le minimiser. Et soutenez-les quoi qu'il arrive.
Même si parfois, c'est un peu dur pour vous parce que ils comprennent pas, ils sont pas dans nos corps. Hein. Faut aussi admettre qu'ils ont cette faiblesse-là. Ils peuvent pas tout connaître. Mais et aux femmes, écoutez-vous parce que on connaît nos corps et insister auprès des personnels soignants pour connaître les réponses et surtout écouter le parcours d'autres femmes. Et prenez tous les encouragements possibles, comme ceux de Rebecca. Il faut y croire fort et voilà. Ça va aller. Ça va aller, ouais. De toute façon, c'est un long combat. C'est un long combat, mais je pense que dans la vie, on a tous des épreuves et que c'est ce qui fait après la personne, personne que tu es. Donc une personne forte. Donc ça va aller. C'est ça, ouais. Merci beaucoup Isabelle. Merci à toi. Pour ton témoignage, vraiment c'était fort. Merci. C'était fort et je te remercie d'avoir été comme ça dans les détails en fait de ce parcours-là parce que moi déjà je l'avais jamais entendu. Bon, je suis maman, j'ai pas eu cette épreuve-là. Mais c'est des choses auxquelles qu'on doit connaître en fait. Ouais. Donc je te remercie beaucoup pour ta prise de parole. Merci. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau témoignage, encore sur la fausse couche, puisque le mois de juillet est vraiment dédié à ce problème-là. Je le rappelle, c'est une grossesse sur 5 et une première grossesse sur 3. Merci. Merci beaucoup. Depuis septembre 2021, les femmes âgées entre 29 et 37 ans peuvent congeler leurs ovocytes pour un projet parental futur et cela est pris en charge par l'assurance maladie.